Nous avons formé un groupe qui a travaillé de façon très serrée. C'était un groupe vraiment cohérent. Nous étions six femmes. Et nous avons véritablement partagé le travail. C'est un rapport collectif. Il ne s'agit pas du travail qui a été davantage effectué par l'une plutôt que par l'autre. Moi, j'étais la coordinatrice avec Pénélope Larzilière. Et nous avons déterminé que chacune s'occuperait d'une tranche de connaissances correspondant au thème que nous travaillions. Et nous les avons assemblées au cours de réunions. Et nous nous sommes corrigés les unes et les autres. Et en réalité, ça s'est vraiment très bien passé. C'était un groupe qui a fonctionné de façon très efficace et très agréable. D'abord, je voudrais faire quelques réflexions préalables. L'approche que nous avons adoptée est une approche qu'on a appelée genrée. Ça veut dire qu'elle ne compartimente pas la violence contre les femmes, mais s'adresse à une thématique plus large, la violence contre les femmes qui ne peut pas être isolée de violences plus particulières ou plus générales, que ce soit contre des groupes minoritaires, que ce soit une question de violence sociale, de justice sociale, d'injustice sociale, etc. Et deuxièmement, qu'il y a un continuum de violence. La violence contre les femmes, ce n'est pas seulement une violence publique, et il n'y a pas de compartimentation étanche entre la violence privée et la violence publique, la violence domestique et la violence publique, dans le domaine public, ce qui est fait très fréquemment. Il y a aussi un continuum à propos de la violence, qu'il s'agisse de temps de paix, pré- ou post-conflit, et qu'il s'agisse de temps de conflit ou de guerre. Et notamment, les violences contre les femmes ne disparaissent pas quand la guerre se termine. En temps de post-conflit, elles continuent, et en temps de paix également, dans des sociétés qui ne sont pas en proie aux guerres. Ce qui nous a interpellés en particulier, c'est que sur la question de la sortie de la violence, qui est le thème que nous traitions, c'était violence et sortie de la violence, certains a priori s'appliquant aux femmes partent du principe qu'elles n'ont pas de capacité de contribuer à cette sortie de la violence, pour la simple raison qu'elles n'ont pas de capacité de participer à la vie politique. Et ce sont des a priori bien établis parmi la gens de sciences politiques, donc Duverger, qui est une des sommités, qui disait « les femmes ne s'intéressent pas à la politique, tous les portent à ne pas être intéressées, etc. » Et donc des préjugés sur leur manque d'intérêt, leur apolitisme, un peu leur passivité, puisqu'elles s'intéressent davantage au foyer, c'est bien connu. Mais ce préjugé est aggravé encore quand il s'agit de femmes de pays à majorité musulmane, qui sont celles que nous avons étudiées dans ce rapport, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, et les femmes originaires de ces pays dans la diaspora, pour lesquelles l'imaginaire orientaliste les dépeint comme soumises, passives, dociles et complètement repliées sur leur foyer. Or, les recherches menées par au départ plus récentes, mais par des chercheurs, des chercheuses ayant une approche plus féministe, a montré que les femmes ne participent pas moins que les hommes, mais elles participent différemment. Et donc, pour ce qui concerne la sortie de la violence, elles participeront différemment. Beaucoup moins dans les instances supérieures de la politique ou conventionnelles de la politique, comme les gouvernements, à la tête des partis, dans la mouvance électorale, et beaucoup plus sur le terrain. Et c'est ce que nous avons développé dans notre rapport. Nous avons développé cette intervention des femmes dans tous les domaines, dans leur participation active, qui démontrent leur capacité d'action et leur contribution pour la sortie de la violence. Et je peux citer quelques exemples, des exemples quotidiens et surtout en temps de guerre, où les femmes établissent des réseaux de proximité pour assurer la survie de leur communauté, des réseaux de proximité qui résolvent les conflits quotidiens, les conflits dus aux crises, à la pauvreté, mais aussi qui ont participé à des niveaux beaucoup plus spectaculaires, puisque ceux-ci restent sous le radar. L'intervention des femmes sur les associations de proximité, que ce soit dans les pays en temps de guerre ou
dans la diaspora en Europe, en France et en Grande-Bretagne que nous avons étudié, où elles participent de façon intensive et multiple dans des associations qui se prêtent à une assistance sociale, de caractère social, pour remédier aux injustices sociales. Et cela est très répandu, elles restent sous le radar. Mais par ailleurs, elles ont aussi participé beaucoup à des actions plus spectaculaires, comme je vous l'ai dit, les mouvements de libération nationale, au Liban, en Syrie contre l'occupation française, la guerre d'Algérie, et puis les printemps arabes, où les femmes leur présence était remarquable et remarquée sur la place Tahrir en Égypte, en Tunisie, où notamment l'Association des femmes démocratiques de Tunisie a participé à l'opposition de Ben Ali. Certaines de ses dirigeantes ont été incarcérées, torturées, où elles ont réussi à obtenir post-Ben Ali la promulgation d'une loi contre la violence contre les femmes. De même au Kurdistan autonome irakien, par leur mobilisation, en alliance avec d'autres sphères de la société, ont obtenu la loi la plus progressiste de tous les pays arabo-musulmans, promulguée en 2011, mais en action en vigueur en 2013, contre la violence contre les femmes, et qui inclut même le viol conjugal, qui n'est pas reconnu comme acte de violence dans tous les États de l'Union européenne. Alors, l'application de la loi est beaucoup plus complexe, mais déjà obtenir que cette loi soit promulguée, c'était spectaculaire. Et puis, bien d'autres exemples de la participation active des femmes, même à la lutte armée, et en particulier dans le Kurdistan de Syrie, où elles ont participé à part égale, et même à la direction des opérations militaires. Je vous cite la défense du siège de Kobané, qui a été beaucoup commentée dans les médias à l'époque, qui a duré un mois, et cette défense était dirigée par une femme. Donc je pense que nous pouvons mettre en avant des exemples multiples et suffisamment convaincants, mais même au niveau international, il y a une mobilisation d'associations internationales comme Women Living Under Muslim Law pour défendre les droits des femmes dans les pays dont la loi est fondée sur la charia, mais aussi à un niveau plus transnational encore, au niveau de l'ONU, où ils ont obtenu la promulgation de la résolution 1325 contre la violence contre les femmes, mais aussi qui promeut l'assistance aux initiatives de paix des femmes, qui promeut la participation des femmes aux négociations de paix, et d'après des évaluations ultérieures qui ont montré que ces négociations de paix avaient davantage d'efficacité si des femmes avaient participé à leur évolution et aux décisions qui en ont résulté. Effectivement, nous avons élaboré un répertoire de stratégies à partir de nos travaux de terrain, et qui sont des stratégies diverses et parfois innovatrices. Bien sûr, les plus évidentes sont celles de l'opposition frontale. Les plus fréquentes au sein de la famille, par exemple, sont celles du compromis, donnant-donnant. Mais nous pouvons constater qu'il existe d'autres stratégies qui seraient celles du contournement. Alors je donne l'exemple de femmes, notamment dans la diaspora en Europe, dont les parents veulent absolument qu'elles se marient à un âge très jeune et veulent même leur choisir leur époux, comme c'est le cas le plus souvent parmi les communautés indiennes ou pakistanaises. Eh bien, dans ce cas, une stratégie de contournement est beaucoup plus efficace qu'une stratégie de confrontation. Elles vont proposer de faire des études, qui sera souvent accordée par la famille, engranger des diplômes, commencer à travailler, et repousser la date fatidique du mariage à un moment où elles auraient augmenté leur capacité d'action et capacité d'influence, un pouvoir décisionnaire, pour ne pas être soumises à l'influence prépondérante de la famille. Ça, c'est un exemple. D'autres sont des stratégies assez intéressantes que j'ai appelées de renversement.
je vous donne un exemple d'une stratégie de renversement, comme le renversement de la preuve un peu, en utilisant les arguments de l'adversaire contre lui. Un bon exemple pour continuer, pour filer la métaphore et continuer à parler du mariage ou parler de la participation dans la société, quand des parents venant de cultures traditionnelles musulmanes hésitent à autoriser les filles à poursuivre des études, à choisir leur époux, à être actives dans la société environnante, actives dans la sphère politique quotidienne de proximité, ces femmes vont peut-être se saisir du Coran, en leur citant le Coran qui demande que les femmes aient accès à l'éducation autant que les hommes, et ce qui peut très bien s'inscrire contre les coutumes traditionnelles, ou qu'elles ont le droit de choisir leur époux, ou que c'est un devoir de participer à la société dans son ensemble. Et dans ce cas, les parents et la communauté et la famille trouveront difficile de s'opposer à cette éthique auquel ils souscrivent, en tout cas verbalement et sans doute émotionnellement. Donc c'est une stratégie de renversement. Alors on peut la trouver aussi dans la sphère publique. Par exemple, certaines femmes qui, pour combattre la discrimination dont elles sont victimes, en France notamment, discrimination en France, en Angleterre, dans les pays européens, fondée sur des critères qu'on pourrait dire raciaux ou culturels ou religieux, se saisissent de la loi en vigueur pour mener en justice, traîner en justice les instances même de l'État qui a promulgué cette loi et la retourner contre lui. Donc d'autres exemples pourraient être donnés sur ces stratégies qui sont inhabituelles et peut-être inattendues et qui sont multipliées. Il y en a beaucoup d'autres.